François Espagne, le chemin de la coopération de production depuis son origine à nos jours, en simplifiant bien évidemment, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est d'abord ce chemin qui nous conduit de la moitié du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est d'abord celui d'une double naissance, de deux naissances, à quelques années d'intervalle. On date la création des coopératives de 1848, c'est très approximatif, parce qu'en fait elles ont été devancées par quelques événements fondateurs, en particulier deux qu'il faut souligner. Il n'y aurait pas eu de mouvement coopératif si sa naissance n'avait pas été précédée par une critique méthodique, systématique, très efficace du système économique et social dominant. Ce fut l'œuvre des philosophes dits utopistes du début du XIXe siècle. Et si d'autre part ne s'était pas développée une mystique de l'association, une mystique ou un mythe, l'appellation importe peu, qui est née au sein même de la classe ouvrière comme une réflexion sur l'état de solitude et de misère auquel la réduisaient les conséquences de la grande révolution de 89, son modèle dit individualiste, et le pouvoir dominant accordé par la loi à un patronat que rien ne venait contrôler. Voilà. Alors ça, c'est la naissance 1848, avec quelques exemples, mais en particulier ce bercement de la pensée ouvrière par la référence utopique d'une part et le projet quasi mystique de l'association dans laquelle la personne humaine pouvait se trouver reconstituée par la vie en groupes organisés, méthodiques, obéissant à des lois claires. Ça n'a pas duré très longtemps, assez cependant pour fonder une des caractéristiques contemporaines, actuelles des coopératives, qui est de tous les systèmes coopératifs existants dans le monde, seul le modèle des coopératives ouvrières de production françaises reconnaît un droit sur les bénéfices aux personnes qui ne sont pas associées de la coopérative, c'est-à-dire chez nous les salariés non porteurs de parts, non sociétaires selon le patois. C'est une traduction faite en 1848 du modèle dit buchésien qui donnait à choisir, qui imposait théoriquement que tous les membres des coopératives de production fussent en même temps et associés et salariés, et qui, par dérogation, ont été autorisés en 1848 pour bénéficier des aides de la Seconde République, à l'époque bienveillante, sont autorisés à bénéficier de ces aides sous la condition que tous les salariés, même s'ils n'étaient pas associés, fussent intéressés au résultat. On ferme cette parenthèse, c'est la première naissance. Deuxième naissance, 15 ans plus tard à peine, en 1863, après un second empire qui fut meurtrier pour les coopératives, les associations ouvrières en général, un virage à gauche, si l'on peut dire, de Napoléon III, le décret sur les coalitions qui autorise à la fois le droit de grève et la naissance d'un syndicalisme moderne, la création de l'Association internationale des travailleurs à Londres, dont le premier texte, le texte inaugural, fait référence explicitement aux coopératives ouvrières comme modèle de développement d'un mouvement coopératif, d'un mouvement ouvrier autonome et fort. Et puis, l'innovation, le passage, si je puis dire, d'un projet utopique à un projet stratégique, ou d'un développement rêvé à un développement organisé et géré. Ce fut l'affaire d'un homme qui s'appelait Jean-Pierre Beluse, un menuisier, disciple de Cabet, qui n'avait pas suivi celui-ci dans ses aventures des Icaries américaines, mais qui assurait le back-office de ses expériences dans son échelon parisien. Beluse, après la mort de Cabet, a réfléchi sur les raisons de l'échec de celui-ci et les aventures ultramarines, et a créé une banque qui s'est appelée le Crédit au Travail, persuadé que le mouvement coopératif ne pourrait pas se développer s'il ne construisait pas les outils de son propre financement. Donc création d'une banque qui s'est appelée Crédit au Travail, passage d'une utopie à une stratégie, et en même temps
abandon des références anciennes à l'association, considérée comme totalitaire et donc un peu castratrice des libertés individuelles, au bénéfice du concept de coopérative, plus opératoire et réputée assurer l'émancipation et l'épanouissement des individus à l'intérieur d'un cadre organisé. C'est un virage sémantique qui a été consacré d'ailleurs par l'Association internationale des travailleurs elle-même à son premier congrès en 1966, où un rapport de la délégation française a proposé de substituer le terme coopérative au terme association, sauf à réserver celle-ci pour d'autres activités, nous le savons bien. Deuxième naissance qui a avorté aussi vite qu'elle avait fait la première, cette fois non pas sous le coup des événements politiques intérieurs, mais parce que la guerre franco-prussienne puis la répression de la Commune ont entraîné une dislocation des premiers réseaux coopératifs, parce que le Crédit au Travail lui-même, qui avait fait de mauvaises affaires, n'a pas pu développer le réseau des petites banques affiliées qui devaient servir de relais, parce qu'enfin, après la répression de la Commune, une partie des militants ouvriers qui avaient créé les coopératives se sont retrouvés soit en Nouvelle-Calédonie, soit en Algérie, d'où ils ne sont revenus qu'après la loi d'amnistie de 1880. Après ces deux premières naissances, après ces deux essais non transformés, une troisième naissance qui cette fois s'opère dans un univers tout à fait différent. Il faut attendre 1875-80 pour voir les premiers rapatriements de déportés de la Commune, mais en même temps se produisent deux phénomènes. Le premier, c'est que le mouvement ouvrier prend conscience et connaissance de lui-même, et ne se réfugie plus dans le seul projet coopératif pour trouver les chemins de son émancipation. Il met en forme son expérience syndicale, démarrée sous Napoléon III, mais qui se confirme dans les premières années de la Troisième République, avec la création des grandes fédérations à partir de 1880. Deuxième thème de mobilisation du mouvement ouvrier, qui est la mobilisation politique, avec les congrès ouvriers de 76, 78 et 1876, 78 et 79, qui commencent par s'abriter derrière la référence coopérative pour proposer un projet autonome de la classe ouvrière, mais qui sont vite amenés à se rallier au projet dit de Jules Guesde, disciple de Marx, qui fait de Karl Marx une lecture un peu étroite, un peu bigote, on dit certains, qui conduit les guesdistes à récuser la coopération ouvrière comme dissipatrice des énergies ouvrières et comme contre-mobilisatrice de ces énergies, retardant d'autant les progrès à attendre de la lutte des classes et de la conquête du pouvoir d'État par la lutte politique. Dans ce contexte, la classe ouvrière, qui s'était reconnue dans le projet coopératif dans les deux premières naissances, prend des voies qui deviennent différentes, et les pionniers coopérateurs de la troisième naissance sont renvoyés à eux-mêmes. Ils ne bénéficient plus du soutien assez général d'une classe ouvrière mobilisée sur les thèmes utopistes ou associatifs. Mais ils se donnent les moyens de compenser cette infirmité que représentait leur isolement, leur solitude, en créant eux-mêmes l'instrument de leur propre développement, leur chambre consultative, qui est devenue en 1884 l'ancêtre de la coopération ouvrière, de la Confédération des coopératives ouvrières de production, et qui se dote très vite de plusieurs instruments de développement. Elle est un centre d'échange, elle est un foyer de mobilisation des énergies, de lobbying extrêmement efficace, et elle se crée des outils, en particulier une banque, ce tout petit groupe infime et infirme d'une trentaine de coopératives crée une banque pour 30 clients, la banque coopérative, qui a été reprise ultérieurement par le Crédit coopératif dans les années récentes. Mais le plus significatif encore est le soutien qu'au développement des coopératives apporte non plus un syndicalisme qui cherche à construire ses stratégies, non plus les partis politiques ouvriers, mais la Troisième République qui se donne pour doctrine un thème récurrent qu'on a retrouvé très souvent après, celui de la solidarité ou de l'école dite solidariste. Dispositif de pensée politique par lequel les élites de la République naissante
entendent permettre à la classe ouvrière de se donner par des moyens autonomes les équivalents de ce que représente la propriété privée pour le monde paysan, qui d'ailleurs, parce qu'il avait découvert très tôt la propriété privée, n'est venu que beaucoup plus tard au système coopératif. L'école solidariste a été représentée par des hommes de qualité, je ne les citerai pas tous, mais commencé par Léon Bourgeois, le père de la doctrine, appuyé par Charles Gide, le maître à penser de la coopération de consommation, mais fellow traveler amical des coopératives de production. Et il donne naissance à un chapelet de dispositions législatives qui encouragent les coopératives sur les endroits où elles étaient les plus fragiles, en particulier sur le plan commercial. Comme elles étaient soupçonnées de porter la révolution dans le cœur de la société, elles ne bénéficient pas d'une clientèle spontanément très attentive et très bienveillante. Et les décrets pris sous la Troisième République dans les années 80-90, puis jusqu'à 1931, ont permis de développer un système de participation au marché de l'État qu'il faut mettre au compte de cette Troisième République bienveillante, laissant derrière elle une tradition qui a été confirmée par la Quatrième République, qui a donné aux coopératives son statut spécial de 1947, puis par les textes de 1969 et 1978 qui ont précisé dans des termes très positifs le statut particulier des coopératives ouvrières de production, et à qui il faut reconnaître le mérite de ne pas avoir cherché à domestiquer la coopération ouvrière. Il n'y a pas eu, autant que je peux le juger, de tentative de s'assurer le concours électoral d'un groupe si peu nombreux que ça n'aurait pas pesé très lourd de ces braves coopératives à qui cependant on croyait nécessaire pour le bien de la société dans son ensemble et pour servir les idéaux républicains d'assurer des conditions de travail et de survie convenables. De la même façon, il faut reconnaître que les coopérateurs ont gardé leur liberté de penser, ne se sont pas crus, on ne mettra pas ça sur le compte de l'ingratitude, ne se sont pas crus obligés de répondre à l'aide des pouvoirs publics par des manifestations de servilité ou de docilité à leur égard. Ils restaient en général très fidèles à leurs origines syndicales et à leurs préférences politiques, lesquelles n'étaient pas toutes en faveur du parti radical et radical-socialiste. La première leçon que je serais tenté de tirer de ces trois naissances, ces trois essais, dont le troisième transformé, c'est qu'il ne faut pas déplorer la disparition des utopies telles qu'elles ont été fondatrices au moment de la première naissance. On peut regretter aujourd'hui de voir disparaître des systèmes de référence, de croyances, de projets politiques auxquels seraient attachées des valeurs très mobilisatrices et presque magiques. La coopération ouvrière a fait sa démonstration en 1863, puis sous la Troisième République et encore aujourd'hui, qu'elle était capable de trouver son système de référence en elle-même, ses valeurs en elle-même, sa morale et ses règles du jeu en elle-même, sans pour autant renoncer à l'idée qu'on pouvait faire mieux que ce que fait le temps d'aujourd'hui, que des progrès restaient toujours possibles, dès lors qu'il respectait un certain nombre de règles morales. La deuxième leçon est que le développement des coopératives s'est fait sur l'acceptation du pluralisme, donc d'une très grande liberté des choix, à l'intérieur d'un système de quelques fondamentaux qui sont communs à toutes les expériences coopératives. Les coopératives de production ont empilé par couches sédimentaires un certain nombre de systèmes de pensée puisés les uns à la tradition fourriériste, les autres à la tradition saint-simonienne et buchésienne, les troisièmes à la pratique du syndicalisme, les quatrièmes au militantisme politique, tout ceci cohabitant dans un système où les raisons où les dénominateurs communs sont révélés plus nombreux que les séparations ou les distinctions fondées sur la diversité des modèles. Cependant, il y a un de ces modèles qui reste dominant, qui en particulier était un peu sauvé de l'oubli auquel les pratiques tendaient à l'enfouir par la loi de 1978. C'est le système dit buchésien, du nom du philosophe et militant politique Philippe Buchèze de 1830-1848-50, qui a fondé le système coopératif sur l'impartageabilité des réserves. Le financement des coopératives, disait-il, ne peut pas se faire
par la forme d'un capital, exclusivement par la forme d'un capital social, symbole d'un droit de propriété sur les instruments de production, et donc risquant de se dévoyer lui-même dans un système d'exploitation des non-propriétaires par les propriétaires, doit être fondé sur l'accumulation, à partir des bénéfices réalisés par l'exploitation commune, de réserves impartageables, qui sont la contrepartie au passif de la propriété collective des biens de l'actif. Ce système a eu un peu de peine à s'imposer, concurrencé qu'il était par la tradition fouriériste de l'utopiste extraordinaire et fameux Charles Fourier, qui ne niait pas les vertus de la propriété privée, au point qu'il rémunérait assez substantiellement dans ses modèles coopératifs ou pré-coopératifs le capital social, un peu au détriment de la rémunération des autres facteurs de production, en particulier du travail. Alors le modèle buchésien a été mis à l'épreuve parce que pendant très longtemps, les apports en capital des coopérateurs ont été rongés par une inflation que ne compensait pas la possibilité de s'approprier les réserves comptables accumulées. Ce modèle buchésien a été sauvé, si je puis dire, d'abord par des innovations législatives qui ont permis de l'encourager. De l'encourager au point qu'aujourd'hui, la constitution des réserves dans les coopératives apparaît comme quelque chose d'absolument indispensable et que ceux qui ont tenté de la remettre en question se sont exposés à de véritables broncas dans les congrès où j'ai assisté, où ces hypothèses avaient été soulevées. La deuxième raison, et je crois que bien qu'elle ne se réfère plus au système de pensées antérieures, il est né depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années une génération de coopérateurs qui ont redécouvert pour eux-mêmes les fondements de la coopération ouvrière, dans certains cas aidés par l'expérience des communautés de travail, dans d'autres simplement parce qu'une réflexion autonome les avait amenés à tirer des prémices, des hypothèses fondamentales du système coopératif, les conclusions qui s'imposaient. Troisièmement, parce que l'impartageabilité des réserves est la seule façon d'éviter que le capital social ne se négocie librement sur le marché. Plus il y a de réserves, moins il y a besoin de capital. Moins il y a besoin de capital, plus on peut le demander à l'épargne intérieure. Plus on peut le demander à l'épargne intérieure, moins on est obligé de demander à l'épargne extérieure, c'est-à-dire à la bourse, au marché financier, aux fonds de pension, aux institutions financières, de suppléer la capacité défaillante des associés. Ce système est donc homogène. Il est satisfaisant au plan moral parce qu'il détruit les germes d'une propriété privée des moyens de production qui pourrait être aliénante, génératrice d'exploitation des non-possédants par les possédants. Et puis il est homogène parce qu'il est parfaitement cohérent avec les impératifs économiques de la coopération ouvrière telle qu'elle est capable de se développer par ses moyens. Ça amène à s'interroger sur deux problèmes. Y a-t-il des points faibles? Quels sont les points forts à valoriser et comment? Alors oui, le système n'est pas parfait. Aucune communauté humaine ne peut prétendre à une perfection atteinte d'emblée et qui soustrairait le dispositif à toute critique ou remise en question. Il est défaillant, un peu défaillant à mes yeux, sur deux points. Le premier, c'est que s'il n'est pas question d'aller demander des capitaux à l'extérieur, sauf à risquer de perdre l'autonomie de chaque entreprise coopérative et donc la possibilité qu'elle soit pour chacun de ses membres l'instrument de son propre développement, de sa propre progression, de sa propre émancipation. Il est dommage que le gisement du marché intérieur de l'épargne coopérative ne soit pas mieux exploité et qu'en particulier trop de coopératives fassent bénéficier, comme je l'évoquais tout à l'heure, tous leurs salariés, même s'ils ne sont pas associés, d'une répartition d'au moins 25% des bénéfices, sans pour autant leur demander de contribuer par une mise au pot commun au développement de l'outil de travail qui est l'instrument cependant de leur libération, comme il est l'instrument de la libération des associés qui travaillent en leur sein. Il y a un problème de politique, de pratique, d'objectif, du développement du nombre des sociétaires associés qui m'amène à une réflexion un peu sossote, mais qui est la suivante. Le système capitaliste, dit un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, a trouvé sa rationalité le jour où un huguenot français qui s'appelait Stevin émigré en Hollande, et c'était en 1606, Salop Payer, a inventé le compte de patrimoine, c'est-à-dire le bilan. Le bilan permet à toute entreprise fondée sur la propriété des moyens de production
de voir où elle en est dans l'atteinte de ses objectifs et de ses finalités institutionnelles, qui, dans le cadre de l'entreprise capitaliste, c'est de gagner beaucoup d'argent et d'en distribuer le plus possible. Ça, c'est le bilan qui dit ça. Inversement, le système coopératif, dont la finalité institutionnelle n'est pas le profit et sa distribution, mais le développement des capacités des producteurs pris en tant que tels, leur participation à l'entreprise commune, leur prise de responsabilité dans son sein, n'ont pas d'instrument pour mesurer l'atteinte de cet objectif. On est donc ici dans le domaine du passionnel, de l'affectif, de l'irrationnel, ce qui me permet, pour ma part, de refuser qu'un tel problème soit réglé uniquement par voie autoritaire et bureaucratique, car il est trop sensible au cœur de chaque coopérative et de chaque individu dans chaque coopérative, mais à appeler de mes voeux une réflexion sur la meilleure façon de conduire les groupes coopératifs à s'imposer, non pas à supporter qu'on leur impose, mais à s'imposer des objectifs et des contrôles de leur atteinte en matière de vie coopérative et de sociétariat. Ça m'amène à une deuxième observation sur les insuffisances ou les petits déficits que le système coopératif n'a pas inventé des méthodes de management et d'organisation spécifiques. Nous mimétisons, ou les coopératives mimétisent les modèles d'organisation. Ça a été le taylorisme à certains moments, ce sont d'autres modèles à d'autres moments. C'est les structures pyramidales et hiérarchiques traditionnelles. C'est une certaine difficulté à importer dans les coopératives les modèles d'organigramme et de commandement décentralisés. Là aussi, il faut se poser question sur cette imagination un peu prise en défaut. La troisième réserve, et puis j'en terminerai là, c'est que les coopératives ont de très bons outils de financement à partir des bénéfices déjà réalisés, ce que j'appelle le financement ex post. On commence par faire des bénéfices et on sait très bien les autofinancer. Il y a des moyens que nos devanciers n'avaient pas pour autofinancer les bénéfices réalisés qui sont tout à fait exceptionnels, qui sont bien employés en général, mais pas assez parce qu'en particulier, à cause d'une sous-estimation de la possibilité de faire participer un plus grand nombre de travailleurs aux responsabilités du co-entrepreneuriat coopératif, on néglige de transformer leur répartition de bénéfices en part de capital parce que, alors que les outils sont cependant accessibles, on sous-estime la possibilité qu'ils deviennent porteurs de capital. Cependant, il y a des gisements de capital social importants au prix d'une révision probablement peu coûteuse de quelques pratiques plus que de quelques règles du système coopératif. Le premier, c'est que les coopératives n'ont pas besoin de se référer à des principes qui existent théoriquement gravés dans le marbre par l'Alliance coopérative internationale, mais celle-ci n'en fait en définitive qu'un catalogue de pratiques observées et pas de postulats d'où peuvent se déduire des règles de droit positif. Les principes coopératifs, c'est à chacun de les inventer en fonction de sa morale. Je ne crois pas non plus beaucoup au système dit des valeurs parce qu'elles sont universelles. Les valeurs du système coopératif, c'est les valeurs de la République, c'est aussi les valeurs d'un certain socialisme à visage humain. Dire ça, c'est dire qu'on partage beaucoup de choses avec beaucoup de monde, mais ça n'identifie pas spécifiquement les coopératives. Je crois que ce qui les identifie et ce qui fait leur force, c'est la solidité de ce que j'appelle leurs fondamentaux. C'est-à-dire les pierres sur lesquelles est construit ce petit édifice. Ces fondamentaux, ils se déduisent tout logiquement, tout naturellement de la définition que la loi elle-même donne depuis 1978 des coopératives. Elles sont faites par des travailleurs de toute qualification professionnelle pour exercer en commun leur métier dans des entreprises qu'ils contrôlent et dirigent directement ou par l'intermédiaire de mandataires élus par eux et en leur sein. En tirant un peu et sans solliciter le texte, on voit que se déduisent de cette définition en forme de postulat, en forme de prolégomène, tout un système de règles fondamentales qui sont une coopérative, c'est d'abord un rassemblement de personnes qui apportent trois choses. Leur investissement en travail, leur investissement en leur qualité d'associés, c'est-à-dire de partenaires des autres associés, et leur investissement en qualité de co-entrepreneur, c'est-à-dire capable de financer l'entreprise, de prendre le risque de sa responsabilité
d'en partager les bonnes et les mauvaises fortunes et de rechercher toujours ce qui peut la faire progresser. C'est la fonction du co-entrepreneur, y compris par la tentation et la tentative de l'innovation et de l'inventivité. On voit que se déduisent les règles fondamentales. La première, c'est que la coopérative n'est pas faite pour faire du profit, mais pour rendre service à ses membres et les aider à développer leurs projets. Un projet personnel qui se confond avec un projet de groupe. Mais le groupe n'absorbe pas les individus ou peut les annihiler. C'est pas la fourmilière. C'est une machine à rendre possible des émancipations personnelles. Alors, de ce postulat se tire donc le principe de ce que j'appelle, ou la norme de ce que j'appelle la triple qualité, associé égale employé égale co-entrepreneur. Ça se dévide dans tous les sens possibles et imaginables. Le deuxième, c'est que partant de cette hypothèse que la coopérative n'est pas faite pour produire un profit distribué, mais pour permettre à ce cocktail des trois fonctions de fonctionner harmonieusement au bénéfice des gens pris en leur qualité d'associés, de coopérateurs, d'apporteurs de travail. La gestion de la coopérative n'est pas une gestion que l'on appelle de profit, profit maximum, distribution maximum, mais une gestion dite de service. C'est-à-dire qu'elle doit être jugée sur les produits, sur les résultats d'une gestion qui est au service des membres de la coopérative. La distribution d'un dividende n'est pas l'objectif des coopératives, que la rémunération du travail y est prioritaire par rapport au dividende, mais que la constitution de réserve qui assure la pérennité des emplois et des générations employées dans la coopérative en est un des objectifs essentiels. La troisième proposition qu'on peut tirer de la définition et du principe de la triple fonction, de la triple qualité, c'est que la gestion ne peut être que démocratique. Le pouvoir ne peut pas être réparti en fonction du capital fourni, 1/10 de pouvoir pour celui qui fournit 1/10 des actions et 9/10 pour celui qui fournit 90% du capital. Parce que ce serait une gestion ou un pouvoir de type plutocratique ou censitaire, alors que les groupes ouvriers, employés ou salariés ou de cadres ou de professions de toute nature qui constituent des coopératives ne s'unissent pas pour permettre au pouvoir de contrôler le risque du capital, mais pour permettre au pouvoir de contrôler le risque que prend le travail associé. Ce risque est le même pour tous. Le chômage est aussi cruel pour le cadre que pour l'ouvrier spécialisé, pour la dactylographe que pour le vanneur. Puisque le risque est le même pour tous, le pouvoir doit être le même pour tous. D'où les règles démocratiques, le pouvoir est issu du groupe, il ne peut être exercé que par lui, les assemblées générales sont souveraines et on s'exprime selon la règle un homme ou un associé, une femme égale une seule voix. Et puis le dernier élément des fondamentaux de cette pierre angulaire sur laquelle est construit, le petit édifice coopératif, je l'ai déjà évoqué mais j'y reviens, parce qu'il est fondamental, pardonnez-moi ce pléonasme, mais cette répétition, c'est celui des réserves collectives. Elles assurent à la fois la cohérence intellectuelle et morale du projet coopératif et sa cohérence technique, en lui permettant de s'assurer des financements qui ne doivent rien au marché, qui assurent l'indépendance de la coopérative, qui réduisent à des proportions raisonnables l'effort financier demandé aux coopérateurs et qui assurent la pérennité de l'institution au profit d'une sorte de solidarité transgénérationnelle qui fait qu'une génération travaille pour elle-même, mais pense aussi que derrière elle, une autre génération viendra utiliser l'outil de travail ainsi constitué. Mais je suis plein d'espoir. Et ceci n'est pas une sorte de conclusion bénisseuse. J'ai vu au fil des années les générations coopératives se renouveler, des nouveaux reprendre le flambeau des mains des anciens avec une même passion, un même engagement, un même scrupule moral, un même respect des autres, une même attention au projet commun de l'équipe. Je vois que la formule peut être efficace en termes économiques, c'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'une satisfaction affective, une sorte de révérence aux grands ancêtres, etc.
Quelle est nature à répondre à une attente? Parce que si le système capitaliste a encore très probablement de beaux jours devant lui, puisqu'aucune force politique ne s'est révélée capable de l'abattre, mais au contraire ne se pérennise maintenant qu'en en rendant possible le développement. C'est le cas de certains pays anciennement communistes. Au moins, je suis sûr que si ce capitalisme n'est pas menacé dans ses fondements, il y a une chose à laquelle il ne répond pas. Il peut redistribuer les richesses, il peut en accumuler, il peut produire du développement, durable ou non durable, c'est une autre question. Il y a une chose au moins qui n'assure pas, c'est donner aux hommes et aux femmes qui travaillent pour lui la satisfaction, la joie, le bonheur, l'honneur de se sentir responsable de l'entreprise, d'en partager le pouvoir. Le capitalisme ne partagera jamais véritablement le profit, quels que soient les systèmes ingénieux qu'il ait pu inventer pour intéresser aux résultats, à l'expansion, aux fruits du développement, aux cours boursiers, etc., etc. Il y a une chose qu'il n'acceptera jamais de partager, c'est le pouvoir. Et il n'est pas sûr que l'émancipation puisse se faire sans que les intéressés eux-mêmes accèdent à cette partie du pouvoir qui commande leur sort personnel, leur investissement dans la vie professionnelle, leur projet d'hommes et de femmes au travail. C'est en quoi je pense que, ayant fait la preuve qu'elle survivait en dépit des échecs, des essais non transformés, de quelques défaillances, d'une imagination qui mériterait peut-être d'être un peu fouettée de temps en temps, c'est pourquoi j'ai grande confiance que les coopératives ouvrières de production, ce système coopératif, est capable d'encore beaucoup de choses et est capable en particulier de répondre encore à beaucoup d'attentes.